Salut tout le monde, bienvenue dans ma serre. Il fait très froid, la neige qui n'a toujours pas fondu depuis le 25 décembre est même retombée un peu cette nuit. On est en plein cœur de l'hiver et cette année, on pourra pas dire qu'on n'a pas eu d'hiver. Alors si j'ai bravé le froid pour vous retrouver dans la serre, c'est pas pour le plaisir de me geler, c'est tout simplement parce que je voulais faire le point avec vous sur les semis. Et tout mon matériel pour faire les semis se trouve dans la serre, donc c'était bien plus logique de venir ici pour faire cette vidéo plutôt que de tout rapatrier dans la maison pour faire ça au chaud. Alors cette vidéo elle s'adresse essentiellement aux débutants ou aux jardiniers qui jusqu'à présent achetaient leurs plants en jardinerie et qui voudraient se lancer dans les semis, ou encore à ceux qui ont un petit peu de mal avec les semis, mais bien entendu les jardiniers les plus expérimentés et ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, ils savent déjà toutes ces choses là et donc vous n'allez pas apprendre grand chose dans cette vidéo si vous êtes dans ce cas là. Alors le premier paramètre qui va conditionner la réussite de vos semis, c'est de les faire au bon moment. Dit comme ça paraît évident, mais tous les ans, on voit des jardiniers qui se lancent dans certains semis beaucoup trop tôt dans la saison, et après ça provoque des problèmes, des semis qui filent, des semis qui ne se développent pas correctement ou qui végètent, tout simplement parce qu'il est très important de procéder au bon moment. Je pense notamment à la culture de tomates, où tous les ans on voit des jardiniers qui se lancent dans le semis de tomates dès février, voire même en janvier. Une année j'en ai même vu qui avait commencé en décembre et là c'est complètement aberrant puisqu'en décembre on n'a même pas passé le solstice d'hiver, c'est-à-dire que les jours sont encore en train de raccourcir. Et si vous faites vos semis sans éclairage artificiel, ce qui est mon cas et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'en décembre et même en janvier, pour certains semis et notamment ceux qui ont besoin de beaucoup de lumière et de chaleur, la durée du jour est complètement insuffisante pour procéder à ces semis. Je vais reprendre mon exemple de la culture de tomates. Par exemple, pour ma part, je ne sème pas les tomates avant le mois de mars, tout simplement parce que c'est une culture qui ne pourra pas être mise en place à l'extérieur au potager avant la mi-mai, les fameux seins de glace. C'est la date à partir de laquelle on considère généralement qu'il n'y a plus de risque de gelée dans la plupart des régions de France. Et pour obtenir un plant de tomates prêt à être planté en pleine terre au potager, il faut compter 6 à 8 semaines. Donc vous comprenez bien que si vous semez vos tomates dès le mois de janvier, vous allez devoir les garder plus de 4 mois en godet, et évidemment c'est pas bon pour leur développement puisqu'au bout d'un moment les plants vont végéter, ils n'auront plus assez de place, ils n'auront plus non plus assez de nutriments pour se développer correctement, et quand vous allez les planter en pleine terre, ils vont avoir du mal à reprendre un rythme de croissance normal. Alors comme tous les ans, je sais que je vais avoir des jardiniers qui vont me dire « Oh là là, mais moi ça fait 30 ans que je sème mes tomates au mois de février ou au mois de janvier et ça fonctionne très bien. » Et c'est possible, j'en doute pas. Mais est-ce que vous avez essayé par curiosité de semer un petit peu plus tard, plutôt au mois de mars, pour voir si ça faisait une différence? Si je vous pose cette question, c'est pas par hasard, parce que moi j'ai essayé de semer des tomates en janvier, en février, en mars et même jusqu'en avril. Et je vous garantis que les semis effectués en mars, voire même en avril, quand les conditions de température et de luminosité sont beaucoup plus adaptées, se développent bien plus rapidement et finissent par rattraper, voire même souvent dépasser les semis effectués plus tôt dans la saison, quand les conditions de température et de luminosité sont encore trop faibles pour permettre un bon développement des plants. Pour ce qui est de la famille des cucurbitacées, donc tout ce qui est courges, courgettes, concombres, melons, pastèques, etc. Là, je vais carrément attendre le mois d'avril, puisque ce sont des plantes qui se développent très vite et qui développent un fort système racinaire, et il faut compter environ 3 à 4 semaines pour obtenir un plant prêt à être planté en pleine terre. Donc là, pour ceux qui commencent leur semis de cucurbitacées carrément en février, vous vous rendez compte que c'est juste pas possible, parce qu'ils seront bons à planter, on va dire au mois de mars, et au mois de mars, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir les installer en pleine terre. Il est même encore trop tôt pour les installer sous serre froide, puisque là, les risques de gelée sont vraiment loin d'être écartés. Donc pour tout ce qui est culture d'été, légumes frileux, gourmands en chaleur, toutes les plantes gélives, il faut vraiment être patient et ne pas se précipiter pour semer tôt en saison. La seule exception, ça va être tout ce qui est poivron, piment, aubergine. Là, ce sont des plantes qui ont un développement beaucoup plus lent et ça peut être intéressant de commencer les semis dès février pour espérer avoir des cultures qui arrivent à maturité avant la fin de l'été.
Mais là encore, inutile de commencer trop tôt. Là aussi, j'ai testé. En janvier, c'est beaucoup trop tôt et les plants semés un petit peu plus tard, plutôt à partir de mi-février, quand les jours durent à peu près une dizaine d'heures, ils se développent beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement et ils finissent par rattraper, voire même dépasser ceux qu'on a semés plus tôt. Donc pas la peine de se précipiter, comme le dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et ça, c'est vraiment la première chose à retenir quand on parle de semis, c'est que c'est pas la peine de vouloir aller trop vite parce qu'à vouloir gagner du temps, au final, on en perd ou en tout cas, on n'en gagne pas. Alors sur les sachets de graines vendus en jardinerie, vous avez les dates de semis sur le bas du sachet. Et pour tout ce qui concerne ces plantes gourmandes en chaleur, ces plantes frileuses qui finalement sont exotiques, puisqu'elles ne sont pas originaires de nos latitudes, généralement les indications sur les sachets de graines, elles sont pas valables, elles donnent des dates qui sont beaucoup trop précoces. Par contre, il existe des plantes qui sont résistantes au froid, qui supportent très bien des petites gelées et qui sont parfaitement capables de lever à basse température. C'est le cas de la laitue, des choux, des épinards, des radis, mais aussi des fèves, des petits pois. Là, c'est des plantes qui supporteront beaucoup mieux des basses températures et qui vont pouvoir être semées un peu plus tôt dans la saison, mais pas trop tôt quand même. Évidemment, en ce moment, de toute façon, il n'est pas question chez moi de semer quoi que ce soit. Le sol est gelé, recouvert d'une couche de neige qui elle-même est gelée, donc c'est pas la peine de penser à semer quoi que ce soit en ce moment. Par contre, ces plantes-là, si on peut pas les semer en pleine terre puisque le sol est gelé et qu'il fait très froid, pour certaines, on va pouvoir commencer à les semer soit sous abri froid, sous serre froide, châssis, tunnel, etc., soit à l'intérieur de la maison jusqu'à la levée et ensuite les placer sous serre froide jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour les planter en pleine terre au potager. Et ce moment, ça sera pas la mi-mai avec ces plantes-là puisqu'elles ne craignent pas le froid et les petites gelées. On pourra les installer en extérieur au potager beaucoup plus tôt. Et là, c'est intéressant de commencer à semer assez tôt en saison. Mais encore une fois, inutile de se précipiter et surtout, vous comprenez qu'il y a quand même une vaste gamme de plantes qu'on va pouvoir semer assez tôt et que donc c'est pas la peine de se précipiter sur les cultures d'été pour lesquelles il faudra être un petit peu plus patient. Voilà, donc ça c'était pour la période de semis, c'est à mon avis un paramètre très important et c'est probablement celui qui génère le plus d'erreurs. Autre chose, bien sûr, pour les variétés que vous allez semer tôt en saison, prenez bien soin de choisir des variétés adaptées au semis hivernal, des variétés qui supportent bien le froid. Et ça, en général, c'est indiqué sur les sachets de graines. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu nous as dit qu'il fallait pas tenir compte des indications des sachets de graines. Oui, pour les plantes frileuses, pour les plantes gourmandes en chaleur, les plantes exotiques, là, il faut pas tenir compte des indications sur les sachets de graines parce que généralement, elles vous induisent en erreur. En revanche, pour les plantes qui sont résistantes au froid, qui supportent bien de lever à basse température, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous fier aux indications sur les sachets de graines. En général, elles sont tout à fait valables. En tout cas, pour ma part, j'ai jamais eu de soucis avec ce genre de plantes. Donc encore une fois, laitue, épinards, radis, choux, fèves, pois, etc. Le deuxième paramètre qui va conditionner la réussite de vos semis, c'est le substrat. Donc personnellement, vous le savez, j'utilise du terreau à semis. Le terreau à semis, son principal avantage, c'est qu'il est très fin. Il ne contient ni fibres ni gros morceaux qui pourraient gêner la levée des graines. Et généralement, il est aussi à la fois capable de retenir l'humidité, c'est important que le substrat reste toujours bien humide quand on fait des semis, mais à la fois drainant, parce que c'est important aussi qu'il n'y ait pas trop d'humidité, que le terreau ne reste pas gorgé d'eau, de façon à éviter la pourriture des graines, la pourriture des plantules, voire même la fonte des semis. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être provoquées par l'excès d'humidité. Donc le terreau à semis, il est fin, il ne contient pas de fibres ni de gros morceaux, il est à la fois capable de retenir l'humidité mais drainant. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire sans forcément acheter du terreau à semis. Le terreau à semis coûte quand même assez cher. Vous pouvez aussi tamiser tout simplement du terreau universel pour retirer les fibres et les gros morceaux et obtenir un terreau très fin. Vous pouvez aussi tamiser du compost, mais attention, si vous utilisez votre compost maison, gardez bien en tête que souvent le compost contient pas mal de graines qui pourraient germer en même temps que vos semis, et du coup vous ne saurez plus exactement ce que vous avez semé ou ce qui a levé tout seul.
Donc attention quand même avec le compost domestique, hein, mais c'est aussi une solution. Vous pouvez aussi utiliser la terre de taupinière par exemple, hein, qui est toujours très fine. Les taupes remontent la terre des profondeurs et c'est souvent une terre qui est à la fois fine et riche. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser de la terre de jardin tamisée, mais là encore, il risque d'y avoir plein de graines qui vont lever en même temps que vos semis. Donc je trouve que le terreau, que ce soit du terreau à semis ou le terreau universel tamisé, c'est encore la meilleure solution parce que vous ne risquez pas d'avoir la surprise d'avoir des petites graines qui lèvent avec vos semis et que vous ne sachiez plus ce que c'est que vous avez semé tout simplement. Alors pendant quelques temps, j'ai travaillé dans une pépinière spécialisée dans les plantes vivaces. Ça n'a pas duré très longtemps, mais suffisamment longtemps pour que j'ai l'occasion de faire pas mal de semis. Et ce qu'on faisait à la pépinière, c'est qu'on utilisait 50% de terreau tamisé et 50% de sable, mélangé évidemment, et on utilisait ça pour faire les semis. L'avantage, c'est que le sable, c'est très drainant, hein, donc vous n'avez pas d'excès d'humidité au niveau des graines et au niveau des plantules. Et l'autre avantage, c'est que quand vous faites des semis en terrine, en barquette, en caissette, et que vous voulez retirer vos jeunes plantules pour les repiquer individuellement en godet ou en pleine terre, c'est très facile avec le sable parce que les racines viennent vraiment facilement quand vous retirez vos petites plantules sans les abîmer. Donc ça, c'est un avantage. Sachez que c'est aussi possible de faire comme ça, d'utiliser un mélange de 50% de terreau tamisé et 50% de sable si vous avez la possibilité de récupérer du sable facilement. Voilà pour le substrat. Donc pour ma part, j'utilise généralement du terreau à semis, mais il m'arrive aussi d'utiliser du terreau universel tamisé. Ça fonctionne très bien. Simplement attention, les terreaux universels premier prix sont pas toujours de qualité. J'ai déjà eu des petits soucis avec les terreaux universels de supermarché, des plants qui végétaient, etc. et qui manifestement manquaient clairement de nutriments. Donc essayez d'utiliser un terreau d'assez bonne qualité. Pour ma part, c'est pas pour faire de la pub, c'est tout simplement parce que j'ai pas le choix. J'ai que 2 jardineries à proximité de chez moi et ces 2 jardineries sont des magasins Gamme Vert, donc ce n'est pas de la pub pour Gamme Vert. Mais pour ma part, j'utilise le terreau à semis bio de chez Gamme Vert. Pourquoi bio? Tout simplement parce que au moins il n'y a pas de choses chimiques dedans. Je me dis que tant qu'à prendre la peine de faire ses semis soi-même et de réutiliser ses propres graines, etc., eh ben autant ne pas se retrouver avec un terreau qui lui-même contient des cochonneries qui après vont se retrouver dans notre sol. Voilà pour le substrat, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant on va parler des contenants. Alors là il y a différentes choses. Je vais vous parler uniquement des contenants que personnellement j'utilise, hein. Je vais pas parler de tout ce qui est pastilles de tourbe ou de coco qui gonflent quand on les humidifie, ni des godets en tourbe. Parce que c'est des choses que j'ai déjà testées et qui m'ont pas forcément donné satisfaction. J'ai pas forcément eu de très bons résultats avec ça. Et en plus de ça, je préfère éviter d'utiliser la tourbe. Les tourbières, si on peut éviter de taper dedans, c'est quand même pas plus mal. Donc voilà, là je vais vous parler uniquement des contenants que moi j'utilise. Donc le premier contenant dont on peut parler, c'est ce qu'on appelle le semis en terrine ou en caissette. Il s'agit tout simplement d'une petite barquette percée au fond. Alors ça peut être des petites barquettes comme ça, voilà, hein, qu'on trouve en jardinerie, qui sont percées au fond. Ça peut être aussi des jardinières comme ça, voilà, petites jardinières, hein, qu'on peut utiliser pour faire certains semis. Et ça peut aussi être du matériel de récupération comme ce genre de barquettes. C'est les barquettes de légumes percées au fond qu'on trouve en supermarché. Ma mère, elle me les garde à chaque fois qu'elle achète des légumes au supermarché. Et je m'en sers pour faire mes semis en terrine ou en caissette, hein. On peut également utiliser les caisses en polystyrène qu'on peut récupérer chez le poissonnier. Simplement, si ces caisses en polystyrène ne sont pas percées au fond, eh bien il faudra prendre soin de les percer de façon à ce qu'il n'y ait pas d'excès d'humidité au niveau de vos semis. Alors pour ma part, le semis en caissette, je l'utilise pour les choses qu'on va semer en grand nombre et qu'on voudra ensuite repiquer individuellement, soit dans des godets, soit en pleine terre. À savoir les laitues, les poireaux, les oignons, ce genre de choses. C'est vraiment essentiellement pour ces plantes-là que j'utilise le semis en caissette. La deuxième solution, c'est les godets, tout simplement. Donc les godets, voilà, il en existe de différentes formes et de différentes tailles, hein. Il y en a des ronds, des carrés, des grands, des petits. C'est tout simplement des petits pots en plastique comme ça, que vous remplissez de terreau et dans lesquels vous faites vos semis. Alors sachez que là encore, vous pouvez utiliser du matériel de récupération, par exemple des pots de yaourt que vous percez au fond pour servir de godet, ou encore, ce que je fais quelquefois, des gobelets en plastique que vous percez au fond comme ça.
voilà, et qui peuvent vous servir de godet et que vous pouvez réutiliser pendant plusieurs années. Si vous n'avez pas la possibilité de récupérer des godets, on en trouve assez facilement en récup, soit en demandant autour de soi aux gens qui achètent régulièrement des plantes en jardinerie, soit dans les poubelles des cimetières aussi, hein. Il y a souvent tout un tas de godets et de pots dans les poubelles des cimetières. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'en récupérer ou que vous n'en avez pas assez, eh bien les gobelets en plastique ça coûte pas très cher et percés au fond ça vous fait des très bons godets que vous pouvez réutiliser pendant plusieurs années. Ceux-là je les ai depuis vraiment des années et vous voyez ils sont toujours là et ils sont toujours en très bon état. Alors je sais qu'il y en a qui vont râler sur l'utilisation du plastique, mais à un moment donné, il faut quand même bien faire ses semis, hein. Moi mon but c'est quand même de produire mon alimentation, donc j'ai besoin de contenants à un moment donné pour pouvoir faire mes semis. Là-dessus, il y aurait peut-être un débat, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Alors, autre contenant qu'on peut utiliser, c'est les plaques alvéolées, comme ça, hop, ce genre de choses, voilà. Alors les plaques alvéolées, personnellement, je les utilise une fois encore pour les choses qu'on va semer en grande quantité, comme les épinards, les mâches, les laitues à couper, ce genre de choses. C'est ça que je fais en plaques alvéolées, mais je sais que certains font aussi leur semis de tomates, par exemple, dans les plaques alvéolées. D'ailleurs, c'est aussi mon cas, mais pour ça, comme c'est des semis que je fais à l'intérieur, j'utilise plutôt les petites plaques alvéolées par 12 qui sont fournies avec un couvercle transparent qui fait office de mini-serre. Pour ma part, j'aime bien utiliser ce système puisque, vous voyez ça, hop, si je sème mes tomates là-dedans, en intérieur, ça me prend beaucoup de place. En plus, je suis obligée de prévoir un plateau pour mettre en dessous pour l'arrosage, pour pas en mettre partout, alors que les systèmes de mini-serre avec les plaques alvéolées à l'intérieur, vous avez ainsi un bac qui fait office de réserve d'eau, donc vous n'en mettez pas partout. Ça vous permet de faire 12 petits plants sur une toute petite surface, et vous avez même ce couvercle transparent qui va faire office de mini-serre et qui permettra de garder l'humidité et la chaleur au niveau des semis. Donc voilà, personnellement pour les semis que je dois faire à l'intérieur, tout ce qui est plantes frileuses, hein, donc encore une fois, poivrons, piments, aubergines, tomates, je le fais dans ces petites plaques alvéolées. Pour les cucurbitacées, c'est encore autre chose, comme c'est des plantes qui se développent très vite avec un très fort système racinaire, j'utilise plutôt des gros godets pour ces semis-là. Et puisqu'on parle de mini-serres, il y a aussi ces mini-serres-là, voilà, que vous pouvez utiliser de plusieurs façons, soit en les remplissant de terre et en semant directement dedans, ce que j'ai fait une ou deux fois mais que je ne fais plus puisque celles que j'utilise elles ne sont pas percées au fond et du coup je trouve que c'est plus difficile de gérer l'humidité à l'intérieur de ces mini-serres quand on sème directement dedans. J'ai même essayé de mettre un lit de billes d'argile ou de pouzzolane au fond pour le drainage, mais malgré tout je trouve que c'est plus difficile de gérer l'humidité. Par contre là où je m'en sers c'est en mettant tout simplement des godets dedans. À la base elles sont faites pour ces fameuses pastilles de tourbe ou de coco hein, qui gonflent quand on les humidifie, mais ça marche aussi très bien en mettant les godets dedans et là du coup c'est vraiment pas mal puisque là aussi ça vous permet de faire des semis en godets en intérieur avec l'effet mini-serre qui va permettre de garder l'humidité et la chaleur au niveau des graines et des jeunes plantules et ça vous permet aussi d'arroser sans en mettre de partout puisque vous avez le bac de la mini-serre qui fait office de réserve d'eau. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise vraiment pas mal. Pour info, quand c'est la saison, donc à partir en général de février-mars, ces mini-serres vous pouvez les trouver dans les magasins Action à un tarif vraiment très intéressant. Puisqu'en jardinerie elles sont vendues à peu près une quinzaine d'euros et dans les magasins Action on les trouve de mémoire à 2,99 €. Vous voyez que c'est quand même pas tout à fait pareil et c'est exactement les mêmes, hein, même marque, même qualité, etc. Elles sont identiques à la différence près que c'est pas du tout le même tarif. Alors au niveau des contenants, je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, moi c'est ce que j'utilise. Il y a peut-être d'autres façons de faire, hein. Je prétends pas avoir la science infuse ou la solution universelle, comme vous le savez. Il n'existe pas qu'une seule bonne manière de faire les choses. Il y en a beaucoup qui font aussi ce qu'on appelle les semis en bouteille, hein, où c'est la bouteille qui va faire office de mini-serre. Donc là, il y a plein de jardiniers qui ont fait des très bonnes vidéos là-dessus. Je vais pas y revenir. Personnellement, je le fais pas parce que même si c'est un très bon système, hein, c'est une très bonne solution
qui marche très bien. Je trouve que pour moi ça me prend beaucoup de place à l'intérieur et moi à l'intérieur j'ai pas beaucoup de place, donc j'essaye plutôt de privilégier les systèmes qui me permettent de faire beaucoup de semis dans une petite surface plutôt que les bouteilles. Voilà, ça prend vite beaucoup de place quand on a beaucoup de semis à faire. Voilà, donc au niveau des contenants, je vous ai parlé à peu près de tout ce que moi j'utilise. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut semer là maintenant tout de suite au mois de janvier, au cœur de l'hiver? L'année dernière, je vous avais fait une petite vidéo janvier au potager dans laquelle je vous disais que la seule chose qu'on peut vraiment semer à cette période de l'année, ça va être les laitues adaptées au semi-hivernal, hein, bien choisir les variétés, tout ce qui est laitue à couper, etc. Et je vous avais dit que c'était à peu près tout. En fait, quand on regarde bien, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut aussi commencer à semer à cette période de l'année. Mais si comme moi vous êtes dans une région très froide, vos semis vous n'allez pas pouvoir les faire en extérieur, même pas sous serre ou sous abri froid, parce que là il fait vraiment trop froid pour permettre la levée des graines. Et donc pour ça il y a une petite astuce, c'est tout simplement de faire lever vos graines à l'intérieur à la maison. Alors l'idéal c'est pas la maison parce que dans l'habitation il fait quand même un peu trop chaud pour ces plantes là. L'idéal ça serait un local hors gel non chauffé, mais à l'intérieur de la maison ça marche aussi. La seule différence c'est que vous allez devoir prendre la précaution de bien surveiller et dès que vos graines auront levé, dès que vos petites plantules vont apparaître, il faudra les sortir sous abri froid, donc sous serre, sous châssis, sous tunnel, peu importe, sous voile d'hivernage, ça marche aussi. Pourquoi les sortir? À cause de la luminosité. Les laitues, typiquement, c'est aussi le cas pour les choux, par exemple. C'est des plantes, si vous les gardez à l'intérieur, même sur un rebord de fenêtre bien exposé, où vous avez l'impression qu'il y a une bonne luminosité, sachez que généralement, si vous les gardez à l'intérieur, elles vont filer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un semis qui file? C'est un semis dont la tige va s'allonger démesurément et va finir par plier, voire même casser, parce que la plantule cherche la lumière. Et on dit souvent que les semis qui filent, c'est des semis qui ont manqué de lumière. Pour moi, c'est pas tout à fait ça en fait. Pour moi, les semis filent quand la température n'est pas en rapport avec la luminosité. À l'intérieur de nos maisons, en général, il fait une vingtaine de degrés, hein, plus ou moins selon les maisons, mais en gros c'est ça. Et les plantes savent bien que quand il fait 20 degrés, ben, les jours ne sont pas censés être courts. Et c'est pour ça que les semis filent, et c'est pour ça aussi que je préfère personnellement les placer dans un local hors gel mais non chauffé, parce que là du coup la température est quand même plus en rapport avec la durée des jours. Et en faisant comme ça, j'ai rarement des problèmes de semis qui filent. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de jardiniers qui font les semis à l'intérieur utilisent des systèmes d'éclairage artificiel. C'est tout simplement pour faire en sorte que la luminosité colle avec la température en fait. Et c'est ça qui empêche que les semis filent. Alors personnellement, j'utilise pas de système d'éclairage artificiel. J'ai essayé une fois et j'ai pas été convaincue. Je trouve que ça marche aussi bien sans système d'éclairage artificiel. Ça fait maintenant 5 saisons que je procède comme ça et ça fonctionne très très bien. Simplement, il faut d'une part semer au bon moment, d'autre part faire en sorte que la température soit cohérente par rapport à la durée du jour. Voilà, donc une fois que vous savez ça, vous allez voir que ça marche tout de suite beaucoup mieux. Voilà, donc là je pense que j'ai fait le tour de la question sur les semis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai en sorte d'y répondre dans la mesure de mes capacités, hein. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous permettra de réussir vos semis. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.